Dans cette histoire, notre personnage principal se faisait harceler par une fille. Et pour empirer les choses, il finit par faire le pire choix de toute sa vie. Il prend tout son argent et décide de l'investir dans la crypto-monnaie. Et dès le lendemain, ses cryptos s'effondrent, le laissant avec une perte de 10 000 $ qu'elle lui avait prêté. Et maintenant qu'ils entrent tous les deux à la fac, il n'a pas d'autre choix que de l'héberger, puisqu'il a bousillé tout son argent. Et c'est comme ça qu'ils commencent à vivre ensemble dans le même appartement. Ouais, vivre avec la fille qui te harcelait, qu'est-ce ce qui pourrait mal tourner? Et le pire, c'est que cette fille profite constamment de notre pauvre héros. Je sais que vous avez déjà deviné de quel genre de profit on parle, mais le rebondissement, c'est qu'il a des sentiments pour une autre fille, et certainement pas pour elle, même si elle est incroyablement attirante. Et cette situation va mener à des moments sérieusement gênants et hilarants. Croyez-moi, vous allez adorer ce chaos. Et pendant que vous y êtes, soutenez la vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Plus il y a de vues, plus j'ai de chances de vous proposer la suite. Pas de pression. Bon, peut-être un peu. Sans perdre plus de temps, plongeons dans le vif du sujet. Avez-vous déjà pensé à cette fille que vous ne pouviez absolument pas blairer? Celle qui vous a pourri la vie au lycée, et puis soudainement, à la fac, vous êtes forcé de la laisser s'installer dans votre appartement. Ouais. Difficulté cauchemar débloquée. Voici l'histoire de Jinso, notre protagoniste. Tout commence quand il se réveille à 7 h du matin et éteint l'alarme de son téléphone. Il se demande s'il est juste comme n'importe quel autre étudiant qui doit s'extirper du lit tôt tous les jours. Puis son moral chute instantanément, parce qu'il voulait vraiment dormir plus longtemps. On se comprend, les matins sont le véritable boss final. Il dit qu'il a l'air d'un mec normal, mais insiste sur le fait qu'il y a quelque chose chez lui qui est loin d'être ordinaire. Et c'est là qu'on découvre exactement de quoi il s'agit. Jinso vivait avec une fille. Et non, les gars, ce n'était absolument pas sa petite amie. Bien au contraire, en fait. Et on a immédiatement un aperçu de sa personnalité. Elle commence à se plaindre et s'en prend à lui. Mets ton alarme sur vibreur uniquement. Ne fais pas de bruit. Tu gâches mon sommeil. Il se sent gêné et s'excuse rapidement. Puis elle lui lance un oreiller en plein visage et lui demande s'il a perdu quelque chose, puisqu'il l'a fixé du regard. Glacial, absolument impitoyable. Après ça, elle lui dit, n'oublie pas de m'acheter mon jouet quand tu rentreras. Toute cette histoire de jouet, les gars, remonte à exactement 2 mois, quand ils étaient encore au lycée. Elle le harcelait tous les jours et ne laissait jamais une seconde de répit au pauvre gars. Elle lui a même dit qu'il comptait probablement les jours avant de pouvoir enfin se débarrasser d'elle. Et notre protagoniste, comme un idiot, a répondu non. Qu'elle ne le dérangeait pas du tout. Le comportement certifié du gentil garçon, juste là. À cause de ça, elle n'a pas arrêté de le taquiner, jusqu'au jour où elle lui a ordonné d'aller lui acheter un encas. Le protagoniste, clairement mal à l'aise, dit qu'il n'a pas d'argent. Alors elle l'attrape par les cheveux et lui demande s'il ne s'était pas lancé dans la crypto-monnaie. Ce qui veut dire qu'il devrait être plein aux as. Pas vrai? Jinso explique que la crypto est risquée, qu'on peut soit devenir incroyablement riche, soit tout perdre en un instant. En d'autres termes, ouais, c'est un jeu d'argent avec des étapes en plus. Elle lui dit de la fermer et de se dépêcher d'aller au magasin, en lui tendant sa carte de crédit pour payer l'encas. Il se demande comment elle peut lui faire confiance après l'avoir tourmenté pendant tout le lycée, mais il se dirige quand même vers le magasin, espérant ne plus avoir à la revoir après la remise des diplômes. Mais il se rappelle alors qu'elle a postulé pour la même université que lui, et apparemment, elle l'a fait juste pour continuer à le harceler. Ce niveau de dévouement est honnêtement terrifiant. Il pensait même qu'aucune université de ce niveau n'accepterait jamais quelqu'un comme elle. Des mots qui, comme vous pouvez le deviner, ont très mal vieilli. Il revient avec l'encas, et elle lui annonce qu'elle a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, les gars, c'est qu'elle a été acceptée exactement dans la même université que lui. Elle lui montre la notification sur son téléphone, et à sa grande horreur, c'est totalement vrai. Et c'est ainsi qu'il réalise qu'il n'y a aucune échappatoire. Il rentre chez lui en se sentant complètement vidé, sachant qu'il devra continuer à la supporter pendant un long moment. Arrivé sur place, il trouve un mot de sa mère lui disant qu'elle va passer la semaine au Japon. Elle mentionne même qu'elle pense que l'argent résout tout, puisqu'elle lui a laissé du liquide. Il a le moral à zéro car c'était aujourd'hui qu'il devait recevoir ses résultats universitaires. Pourtant, sa mère a choisi de partir en voyage à la place. Priorité, discutable. Il s'assoit devant son ordinateur et décide de relâcher la pression en investissant dans la crypto-monnaie. Il remarque que l'une des cryptos monte et se dit que ce serait fou de ne pas en acheter. Si ça continue de grimper, il pourrait devenir riche et récupérer tout l'argent qu'il avait investi auparavant. Mais malheureusement, les gars, il ne lui reste plus un seul centime. Il a déjà tout dépensé. Alors il attrape son portefeuille pour vérifier, et c'est là qu'il réalise qu'il a encore la carte de crédit de Dijong avec lui. Et à ce moment-là, il se met à rire comme un maniaque. Ouais, on sait tous comment ça va finir. Une énorme tentation s'empare de lui, l'envie d'utiliser sa carte pour investir dans la crypto. Dans un moment de pure stupidité, il décide de piocher dans l'argent de son harceleuse et utilise sa carte de crédit pour acheter ses cryptos. Mais là vous vous demandez probablement, est-ce que la crypto a grimpé? Non, les gars. Elle a chuté comme une pierre, et il a absolument tout perdu. Speedrun vers la ruine financière, Annie Perse. Et dès qu'elle l'a découvert, elle l'a passé à tabac.
Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait gaspillé tout son argent dans ses bêtises. Et sans l'ombre d'une pitié, elle lui dit, je m'en fiche. Vends tes organes s'il le faut, mais rembourse-moi. Elle exige qu'il la rembourse avec les intérêts et des ajustements, puisqu'elle a perdu près de 10 millions de wons. Et cet argent perdu incluait le loyer de son appartement universitaire, ce qui veut dire qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Donc vous devinez déjà la suite. Pas vrai? Le protagoniste est forcé de la laisser emménager dans son appartement. Le jour du déménagement, elle n'arrête pas de se plaindre une seule seconde, clairement stressée. Et tous les deux avaient conclu un marché. Il la laisserait vivre là. En échange, elle ne parlerait pas à leurs parents de la dette qu'il avait contractée. Un marché scellé sous pression maximale. En l'aidant à emménager, il fait tomber par accident l'un de ses cartons et finit par casser son jouet. Alors, pour commencer à rembourser cette dette, il a trouvé un job dans une supérette. Quand il arrive au boulot, il aperçoit sa responsable accroupie pour ramasser un carton, et le protagoniste devient instantanément super nerveux. Elle commence à se plaindre en galérant avec, se demandant d'où sortent toutes ses affaires et disant que ce serait mieux de tout ranger sur les étagères. La fille s'appelle Isul, les gars, et notre héros a clairement un faible pour elle. Alors il se précipite vers elle et propose de l'aider à porter ce carton si lourd. Déjà accro alors qu'on vient d'arriver. Elle essuie la sueur de son visage et lui fait remarquer qu'il est arrivé plutôt tôt. Elle est un peu plus âgée que lui, les gars, et il avoue que sa journée entière s'illumine à l'instant où il la voit. D'un ton doux, elle le remercie pour son aide. Pendant qu'elle parle, le protagoniste n'arrive pas à arrêter de penser à quel point elle est magnifique et si différente de Dijong. Lee Seol est jolie, attentionnée, gentille, une vraie déesse. Et en plus de ça, elle a un super, je veux dire, un énorme cœur. Ouais. Joli rattrapage, on y croirait presque. C'est carrément ce qu'il voulait dire, les gars. Faites-lui confiance. Bien sûr, mon pote. On est tous convaincus. Notre héros reste là à se comporter comme un parfait idiot en lui parlant, et la scène coupe soudain sur Dijong avec son jouet cassé. Elle se plaint que cet abruti de Jinso ait cassé la seule chose à laquelle il n'aurait absolument pas dû toucher, et maintenant, disons qu'elle a très envie de s'amuser. Mais il n'y a aucun mec potable à la fac. Personne ne correspond à ses critères. Critères exigeants, peu de patience, un cocktail dangereux. Elle essaie ensuite de réparer son jouet et se dit qu'il est temps de s'amuser. Mais quand elle tente de l'utiliser, il part complètement en morceaux vu qu'il était déjà abîmé au-delà de toute réparation. Alors elle devient furieuse et commence à spammer le protagoniste de messages. Pendant qu'il travaille, il remarque que son téléphone vibre. Et dans les messages, elle l'insulte, lui ordonnant d'acheter un concombre qu'elle va apparemment utiliser à la maison pour le dîner. N'est-ce pas? Ouais. Le dîner. C'est ça. Il commence à se demander pour quel genre de plat elle pourrait bien en avoir besoin, et si c'est exactement ce à quoi il pense. Pendant qu'il lit le message, Isul débarque et lui demande si cette fille est sa copine. Il panique immédiatement et répond que non, il n'a pas de copine. Et il précise bien, les gars, qu'il est célibataire, totalement sans copine. Reçu 5 sur 5, mon gars. De manière très douce, elle dit que c'est bon à savoir, puis lui dit au revoir. En essayant de garder son sang-froid, il lui dit au revoir à son tour. Puis il réalise soudain qu'elle a dit que c'était bon à savoir qu'il n'avait pas de copine. Et il reste là, plein d'espoir, à se demander si elle pourrait l'aimer bien. Pendant ce temps, son téléphone continue d'être inondé de messages. Dijong lui demande pourquoi il ne répond pas et s'il a envie de mourir. Et le pauvre gars ne pense qu'à sa collègue. Parce que si jamais elle découvrait qu'il vit avec une autre fille, ça ruinerait totalement ses chances de se rapprocher d'elle. Plus tard, Dijong se trouve à une soirée étudiante. Elle se rend compte que presque aucun mec présent n'a l'air potable. Alors elle commence à les jauger un par un jusqu'à en trouver un qui semble à peu près acceptable. Puis elle décide de l'aborder. Elle lui demande si elle peut boire avec lui et il accepte. Le mec craque instantanément pour elle, et elle demande de quoi ils sont en train de parler. Et il répond qu'il s'agit d'un de ses potes qui fait un échange de travail. Et en l'espace de quelques minutes de conversation, elle réalise déjà que le mec est un vrai con. Déception en mode speedrun. Quand elle rentre à la maison, furieuse et donnant des coups de pied dans la porte, elle demande à Jinso où est le concombre, mais il ne répond pas. Alors elle commence à crier. Et c'est là qu'on découvre ce qui s'est passé au bar. Ce mec lui avait dit qu'il voulait passer la nuit avec elle, parce qu'il pensait qu'elle était facile. Et c'est pour ça qu'elle est partie complètement furieuse. Le protagoniste apparaît et la salue maladroitement, disant qu'il est en train de réparer la porte de la salle de bain, qui était cassée. Puis elle lui demande s'il a acheté ce qu'elle lui a dit de prendre. Il répond que oui, c'est dans le frigo. Alors elle commence à se plaindre en disant que ça va être froid. Elle lui ordonne d'arrêter de blaguer, d'aller dans la salle de bain et de mettre un casque pour ne rien entendre. Le gars s'est fait envoyer en mode spectateur. Dans la salle de bain, le pauvre mec garde le casque sur la tête, faisant semblant d'écouter quelque chose, mais il n'écoute rien en réalité. La seule chose qu'il peut entendre, ce sont les bruits venant de l'extérieur. Il se dit qu'elle le traite comme ça parce qu'elle ne le voit pas comme un homme, juste comme un gamin. Puis il se souvient de toutes les fois où elle l'a humilié. Elle le forçait à faire des courses pendant les soirées, et même les gens sur place ne le respectaient pas. Et c'est pour ça qu'elle pouvait faire ce genre de choses de l'autre côté de la pièce sans se soucier de lui, parce qu'elle ne le considérait vraiment pas comme un homme. Quelques minutes passent et elle n'a toujours pas fini,
et il commence à être curieux. La curiosité est vraiment sur le point de gâcher la vie de cet homme. Pendant qu'elle était, disons, en train de cuisiner, le concombre a fini par se casser. Alors elle se précipite pour ouvrir la porte de la salle de bain afin de l'engueuler de ne pas avoir pris un légume correct, et c'est laquelle le prend au dépourvu. Elle est tellement surprise qu'elle tombe par terre. Ensuite, elle reste sans voix, et il semblerait que maintenant elle va devoir considérer le protagoniste comme un véritable homme. Pas vrai? Il lui dit, tu ne peux pas ouvrir la porte comme ça sans frapper. Puis elle le vire de l'appartement. Il proteste en disant que c'est son appartement à lui. Tandis qu'elle, furieuse, dit qu'elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de voir. Elle ne veut pas l'admettre, les gars, mais elle a été sincèrement choquée par ce qu'elle a vu, secouant même la tête pour essayer de se le sortir de l'esprit. Puis elle se souvient de toutes les fois où elle l'a maltraité, parce qu'elle ne l'a jamais vu comme un vrai homme. Et elle réalise que c'est à cause de cet idiot qu'elle se sent comme ça. Oh, quelqu'un fait une petite crise existentielle. Jinso finit enfermé dehors, et il est déjà presque minuit et demi, avec Courto le lendemain matin. Alors il se dit que si la porte de la salle de bain avait au moins eu un verrou, tout ce malentendu ne se serait pas produit. Finalement, elle cède et ouvre la porte, lui disant de ramper à l'intérieur de l'appartement, avant qu'elle ne change des vis. Elle lui dit, juste parce que j'ai été un peu gentille avec toi, maintenant tu penses que je suis une blague et que tu mènes la grande vie depuis ton entrée à la fac. Mais tu dois souffrir parce que tu me dois 10 millions, et jusqu'à ce que tu rembourses cette dette, tu n'es rien. Elle le traite d'insecte et lui donne un nouveau coup de pied. Puis elle lui dit qu'à partir de maintenant, ce genre de comportement est strictement interdit à l'intérieur de l'appartement. S'il recommence un jour, elle va lui arracher ses parties et les jeter à la poubelle. Ouais, c'est une menace digne d'un boss de fin. Une semaine plus tard, Jinso est évanoui en classe, complètement vidé à force de jongler entre la fac, le travail et tous les devoirs qu'il doit gérer. Le professeur à l'université le réveille, lui disant que le cours est déjà fini et qu'il peut rentrer chez lui. Il s'excuse et sort en courant, trempé de sueur. Le gars a vraiment lancé le DLC sommeil en plein milieu du cours. Il se dit que si le professeur ne l'avait pas réveillé, il aurait probablement dormi jusqu'au lendemain. Puis il remarque qu'il fait déjà nuit, ce qui veut dire qu'il n'aura pas le temps de passer chez lui. Il devra aller directement au travail puisqu'il est déjà près de 18h30. En marchant, il repasse en boucle ce que sa tortionnaire a dit concernant les règles qu'elle lui a imposées. Il avoue qu'il a en fait assez peur d'elle, alors il lui envoie un message pour lui demander si elle veut qu'il lui rapporte quelque chose après le travail. Un service client basé sur la peur, super. Sur le chemin, il tombe sur elle, mais elle se contente de le regarder et l'ignore, prétendant ne même pas le connaître. Il se dit donc qu'elle fait ça parce qu'elle ne veut pas que son entourage se rende compte qu'elle le harcèle. Ensuite, il la regarde s'éloigner avec ses amis et se fait la réflexion qu'à la fac, il y a deux types de personnes très différentes. Les exclus, qui triment jour et nuit pour travailler, et les populaires, qui sont constamment invités à des soirées. Et c'est exactement pour ça qu'ils font semblant de ne pas se connaître. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, son téléphone sonne soudainement. Quand il regarde, il voit que c'est un message d'Ezel. Elle lui demande s'il est déjà en route pour le travail, disant qu'elle s'ennuie vraiment là-bas, et lui envoie un emoji mignon. Un coup de boost instantané pour le moral. Il s'illumine de bonheur, se disant qu'il reste encore un peu d'espoir dans sa vie, et se précipite pour arriver au travail le plus vite possible. À son arrivée, elle lui fait remarquer qu'il est en avance, alors il répond qu'il est venu directement de l'université. Elle lui demande s'il va bien, car il a l'air épuisé. Il insiste sur le fait qu'il pète la forme et dit que c'est probablement juste parce que la période des examens approche. Elle lui répond alors qu'elle devra faire face à ce genre de problème quand elle reprendra ses études, en ajoutant qu'elle veut continuer à faire une pause pour l'instant. On découvre donc qu'elle a fait une pause dans ses études universitaires. Le protagoniste lui dit qu'elle s'en sortira à merveille parce qu'elle a une bonne méthode de travail. Elle lui demande alors s'il sous-entend que la seule chose qu'elle sait faire, c'est travailler dans une supérette. Coup critique. Dégâts émotionnels. À cet instant, le protagoniste pense qu'il a tout gâché et n'a aucune idée de comment rattraper ce qu'il vient de dire. Mais elle lui offre un doux sourire et dit qu'elle plaisantait, en lui demandant s'il a eu peur. C'est là que le protagoniste réalise qu'elle est la fille parfaite pour lui, et elle se met à rire, en disant qu'elle savait qu'il tomberait dans le panneau. Jinso est complètement fou amoureux et se demande si cela pourrait être le début d'une belle relation. Ensuite, la fille lui dit au revoir et s'en va, et son service au travail commence. Il se dit qu'il traverse une période difficile, mais il espère qu'un jour les choses s'arrangeront entre Yizul et lui. Plus tard, il ramène un autre légume à la maison pour que sa colocataire puisse, disons, cuisiner, et il vérifie même qu'il est en bon état. Un niveau de préparation étrangement minutieux. Quand il arrive, elle tient un rouleau de scotch et il prend instantanément peur sans savoir ce qui se passe. Et c'est là qu'on découvre ce qui s'est passé. La veille, elle a rencontré un nouveau mec qui semblait vraiment savoir comment se comporter. Il était beau, poli et avait l'air de venir d'une bonne famille. Elle a donc décidé de sortir avec lui. Elle s'est même fait la réflexion qu'elle n'aurait plus besoin de cuisiner le concombre, puisque ce légume n'était qu'un substitut temporaire. Ouais. Ce plan a mal vieilli. Cependant, ce que ce type avait à offrir n'avait rien d'impressionnant, et elle a fini plutôt déçue. Elle mentionne même que le mec s'est endormi juste après, et c'est pour ça qu'elle a pensé au protagoniste quand elle a ouvert la porte de la salle de bain.
Au début, elle ne voulait pas admettre qu'elle pensait à lui, mais elle n'arrivait pas à se sortir Jinso de la tête. Son jouet était cassé, et ce légume n'était pas très bon pour cuisiner. Et la meilleure option qui lui restait était le protagoniste naïf. Pas exactement un plan 5 étoiles, mais on y est. Même si elle refusait de l'admettre, elle avait vraiment envie d'être avec lui. Alors elle lui scotche la bouche et lui attache les mains. Puis elle profite pleinement du protagoniste, et il ne peut absolument rien y faire. Et tout ce qu'il peut faire, c'est penser à sa waifu. Ouais. Ce mec est perdu, complètement amoureux. Après un long chapitre très détaillé, cette scène se termine enfin. Et le jour suivant commence avec le téléphone du protagoniste qui sonne à 8 heures du matin. Il éteint rapidement son alarme et regarde immédiatement en direction de sa tortionnaire pour voir si elle s'est réveillée. Mais les gars, elle dort comme un loir. Ouais. Elle n'est pas près de se réveiller. Elle était probablement épuisée par ce qui s'était passé la nuit précédente. Le protagoniste ressemble à une vraie momie. En même temps, il n'en revient pas, incapable d'assimiler ce qui vient de se passer. Il tient à peine debout, alors il s'habille et se dirige vers l'université, la laissant endormie. Il se dit qu'il est complètement à plat et que tout cela ressemble à un cauchemar. Plus tard, il déjeune à la cafétéria, et au moment de partir, ses camarades de classe l'interpellent pour lui dire qu'ils veulent faire une réunion ce week-end pour discuter de leur projet de groupe. Le protagoniste n'a toujours pas renoncé à la crypto-monnaie et pense que c'est l'un des seuls moyens pour lui de rembourser sa dette. L'arc du retour de la crypto. C'est sûr, rien ne va mal tourner. Et, se sentant nerveux à l'idée de rentrer chez lui sans savoir à quoi s'attendre, la boule au ventre, il reste là un moment pour se préparer mentalement. Quand il arrive enfin, il la voit en train de manger du poisson frit tout en traînant sur son ordinateur portable. Elle se montre complètement indifférente et continue juste de manger. Le protagoniste se demande si, après tout ce qui s'est passé, elle va vraiment faire comme si rien n'avait changé. Puis elle l'appelle, et il commence immédiatement à s'inquiéter. Elle lui demande de préparer des nouilles instantanées, et il finit par obéir. Ensuite, ils mangent les nouilles ensemble. Elle lui dit, « Je vais dormir, éteins les lumières, et si tu me réveilles, je te tue. » Alors elle lui donne un dernier avertissement. S'il a l'intention d'utiliser son téléphone, il doit se cacher sous la couverture puisqu'elle a le sommeil léger. Puis elle s'allonge, et en quelques secondes, elle ronfle déjà. Et il se moque d'elle, se disant que son sommeil léger est aussi discret que celui d'un éléphant. Ouais. Ce n'est pas un sommeil léger, c'est une activité sismique. Le protagoniste reste juste là, figé, à la fixer comme ça, et ses joues rougissent lentement. Il se donne alors une claque pour revenir à la réalité. Il décide ensuite de sortir faire un tour. Il quitte l'appartement, se demandant s'il n'est pas finalement le problème dans toute cette histoire après ce qui s'est passé hier. En repensant aussi à tout ce qu'elle a dit, il ne cesse de se demander si elle va juste faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce mec essaie vraiment de s'auto-manipuler pour trouver la paix. Mais là, les gars, il tombe sur Isul. Elle était en train de trier les déchets recyclables. Elle lui demande pourquoi il est arrivé si tôt, et il se trouble, disant qu'il se baladait simplement et qu'il a fini par atterrir là. Puis il regarde l'heure et se rend compte qu'en effet, il est vraiment arrivé beaucoup trop tôt. Alors, pour essayer de se rattraper, il dit qu'il est venu acheter quelque chose, et elle lui demande s'il n'habite pas loin d'ici. Ouais, les gars. En fait, il habite assez loin, mais il balaie ça d'un air maladroit en disant que ce n'est pas si loin, et se gratte la tête, visiblement gêné. Elle l'accueille comme un vrai client et lui demande s'il a besoin d'aide. Et il tombe encore plus sous le charme, pensant qu'elle est incroyablement polie et adorable. Le gars est perdu, aucune guérison n'est possible. Il se dit qu'elle est la seule fille sur laquelle il peut compter. Il n'avait pas l'intention de finir dans ce coin-là, mais puisqu'il y était déjà, il en a profité pour acheter quelques trucs. Il était sincèrement heureux de tomber sur elle. Puis son estomac gargouille, et il dit qu'il va prendre un truc à manger avant de commencer à travailler. Elle entend son ventre et lui demande s'il veut quelque chose, et le protagoniste répond que oui. Alors elle lui propose des nouilles, disant que c'est un nouveau produit délicieux, et les lui tend. Et il accepte d'y goûter. Elle s'en réjouit et dit qu'elle va l'encaisser à la caisse. Elle lui dit de bien manger, et il s'assoit pour déguster, complètement sous le charme, quand il remarque que les nouilles sont accompagnées d'un coupon promotionnel. Il se dit qu'il ne gagne jamais à ces trucs, mais les prix sont en fait plutôt sympas. Il y avait une voiture, une télévision ou un chèque cadeau. Le protagoniste se dit que gagner une voiture serait incroyable. Si ça arrivait, il la vendrait et utiliserait l'argent pour rembourser sa dette. Ensuite, il pourrait virer Dijon de son appartement. Le mec planifie déjà sa liberté financière grâce à des nouilles instantanées. Alors le protagoniste décide de tenter le coup. Rien à perdre. Pas vrai? Il scannait le code avec son téléphone. Ça le mène sur un site web où il appuie sur le petit bouton pour faire tourner la roue et participer au tirage au sort. Et à sa grande surprise, les gars, il gagne 2 places de cinéma. Isul débarque tout excité, disant qu'il a eu beaucoup de chance de gagner quelque chose. Puis le protagoniste a une idée de génie et dit que c'est grâce à elle, lui demandant si elle voudrait prendre les billets. En gros, il tâte le terrain. Habile, ou du moins c'est ce qu'il croit. Les gars, Isul dit que c'est lui qui a gagné, mais il répond qu'il n'a personne avec qui y aller. Alors elle avoue qu'il y a justement un film qu'elle a très envie de voir, et suggère qu'il y aille ensemble. Et oui, les gars. Le protagoniste vient de s'assurer un rencard.
Ce rencard se passera-t-il bien? Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se déroule. De retour à la maison, sa colocataire se sèche les cheveux en lui demandant s'il sort quelque part, le traitant de minable. Elle dit qu'il a l'air louche parce qu'il tremble comme un chien qui n'arrive même pas à faire ses besoins. Le pauvre gars, sérieusement, tremble parce qu'il a un rencard, et qu'il est déjà en retard. Alors il invente une excuse, prétextant une réunion pour l'université, et demande si elle sort aussi, essayant clairement de cacher le fait qu'il a un rendez-vous. Elle lui répond, « Ouais, je sors, et contrairement à toi, je ne suis pas une ratée qui reste enfermée tout le week-end. » Dégâts émotionnels, coup critique. Le protagoniste, terrifié, hoche simplement la tête, disant qu'elle a raison. Puis elle demande s'il veut utiliser le sèche-cheveux, et glisse l'air de rien s'il y a des filles dans le groupe, ce à quoi il répond oui. Ensuite, elle lui demande s'il pense sérieusement que se recoiffer suffira à impressionner une fille. Il aimerait pouvoir lever le pouce avec assurance et admettre qu'elle a visé juste. Mais au lieu de ça, il dit juste qu'il veut avoir l'air présentable, se grattant la tête maladroitement. Elle le traite d'idiot, se moque, et passe la porte. Il attend qu'elle parte, puis se dépêche immédiatement de se préparer. Il sort le grand jeu, se plaquant les cheveux en arrière avec du gel, se demandant si c'est comme ça que les mecs font d'habitude. Le frère s'est transformé en PDG de K-Drama pour une sortie ciné. Le jour du rencard, elle avait dit qu'il se retrouverait samedi à midi. Alors il s'est imaginé arriver tout endimanché avec ses cheveux gominés en arrière, juste pour la voir débarquer très décontractée et se moquer de lui pour en faire trop. Il a peur qu'elle le prenne pour un idiot habillé comme ça, et qu'elle devine qu'il n'a jamais eu de rencard, surtout pour un simple film. Maintenant, il suranalyse chaque scénario possible. Alors, par peur de ce scénario précis, il retourne se laver les cheveux pour enlever le gel. Il les sèche comme d'habitude et enfile des vêtements très décontractés. Comme il a changé de tenue à la dernière minute, il finit par arriver en retard. Il se pointe donc en s'excusant. La fille, toujours aussi adorable, lui dit que le film n'a pas encore commencé et qu'il doit se détendre. Elle remarque qu'il a dû courir pour venir et qu'il a probablement super chaud. Il répond, « Ne t'en fais pas, je vais bien. » Pendant ce temps, il s'en veut d'être arrivé encore plus en retard à cause de ce lavage de cheveux, surtout qu'elle est venue bien habillée, alors que lui a l'air complètement banal. Et les gars, elle le traitait vraiment bien. Le protagoniste commence immédiatement à s'emballer dans son imagination, se persuadant qu'il a peut-être vraiment ses chances avec elle. Ses yeux ne cessent de glisser vers son chemisier blanc transparent, et il remarque même que ça ne laisse presque rien à l'imagination. Comportement classique de protagoniste d'anime. Niveau de discrétion, 0. Soudain, elle lui rappelle qu'ils doivent se dépêcher sinon ils vont rater le début du film, alors ils piquent un sprint tous les deux vers la salle. Pendant qu'il court, elle le frappe accidentellement en plein dans les bijoux de famille avec sa main, le laissant dans une douleur intense, tandis qu'elle rougit d'embarras et s'excuse précipitamment. Il lui dit simplement que ce n'est pas grave. Ce moment douloureux rappelle à Jinso la fois où Dijong lui a délibérément donné un coup de pied à cet endroit, et comparé à ça, c'était presque indolore. D'une manière ou d'une autre, le pauvre gars accumule les traumatismes comme s'il s'agissait d'une quête secondaire. Ils arrivent dans la salle avant le début du film et prennent place. Leurs regards se croisent, et l'atmosphère devient instantanément incroyablement romantique, les gars. Il ne peut s'empêcher de penser que s'il était arrivé un peu plus tôt, ils auraient pu passer encore plus de temps ensemble. Mais ses propres complexes sur ses vêtements ont gâché l'occasion parfaite de se rapprocher d'elle. Une fois le film commencé, il décide de se concentrer totalement pour l'apprécier tout en réfléchissant à ce qu'il lui dira après. Il est complètement plongé dans le film jusqu'à ce que son téléphone se mette soudainement à sonner. Bien sûr, la tranquillité n'a jamais été une option. Le téléphone refuse de s'arrêter de sonner, l'obligeant à se lever, et il s'excuse avant de s'éloigner. Il se demande bien qui pourrait appeler, vu que presque personne ne le contacte jamais. À la seconde où il regarde l'écran, il sait déjà exactement de qui il s'agit. Ouais, les gars, il fallait que ce soit Dijong. Il répond à l'appel, et elle lui rentre tout de suite dedans, le traitant d'idiot et exigeant de savoir pourquoi il a mis si longtemps à répondre. Elle demande ensuite où il est, mais il ne peut pas avouer qu'il est au cinéma parce qu'il a menti plus tôt en prétendant travailler sur un devoir universitaire. Au lieu de ça, il dit qu'il est près de chez eux, à l'intersection de l'avenue, et lui demande pourquoi elle veut le savoir. Elle rit joyeusement et dit que c'est merveilleux parce qu'elle est tout près aussi, puis lui ordonne de la rejoindre à la sortie 3 de la station de métro. Jinso lui demande pourquoi elle a besoin de lui, et elle répond sans détour qu'elle a besoin de se servir de lui de la même manière qu'il y a quelques semaines. Ouais, cette phrase a définitivement de quoi surprendre. Pendant ce temps, Isul continue de se demander où le protagoniste a disparu, car il n'est toujours pas revenu. Il lui demande si ça doit absolument être tout de suite, parce que pour le moment, c'est impossible. Il propose d'attendre quelques heures à la place. La fille explose de rage instantanément, l'insultant sans arrêt et disant qu'il n'a pas le droit de refuser, juste au cas où il croirait pouvoir faire ce qu'il veut. Elle continue de lui hurler dessus au téléphone, et Jinso n'arrive même pas à trouver quoi répondre. Elle lui rappelle qu'il doit obéir à tous ses ordres puisqu'il lui doit encore une énorme somme d'argent. Puis elle lui lance froidement qu'il a 5 minutes pour être là s'il ne veut pas mourir. Et sur ce, elle lui raccroche au nez. Le protagoniste se fige dans une panique totale, incapable de bouger. Retour en arrière,
Environ 2 heures plus tôt, Di-jong mange dans un restaurant avec ses amis. Elle s'était donné rendez-vous après la fin de leur cours à l'université. Quand la conversation dérive sur les relations amoureuses, ses amis n'arrêtent pas de lui demander si elle sort avec quelqu'un. Se sentant un peu gênée, Di-jong finit par mentir et répond que oui, car quelqu'un d'aussi populaire qu'elle devrait évidemment avoir plusieurs garçons à ses trousses, même si la réalité ne pouvait pas être plus différente. Parfois l'orgueil signe d'échec que le bon sens ne peut pas encaisser. Elle était terrorisée à l'idée qu'elle découvre qu'elle bluffait. La vérité, c'était qu'au fond d'elle, elle commençait déjà à tomber amoureuse de Jin-soo et n'arrivait pas à se le sortir de la tête ne serait-ce qu'un instant. Elle n'arrêtait pas de repasser en boucle les moments qu'ils avaient passés ensemble. Elle s'en prend même à ses amis, disant qu'elle raconte n'importe quoi et se plaignant que tout leur bavardage lui a encore fait penser à cet idiot fini. Elle refuse de l'admettre, mais elle perd complètement la tête pour lui, alors elle dit rapidement au revoir à ses amis en prétendant avoir un rendez-vous. C'est exactement à ce moment-là qu'elle a appelé notre protagoniste et a complètement gâché sa sortie au cinéma avec Sao Fu. Mission échouée avec succès. Les deux se dirigent vers un hôtel en centre-ville, et notre héros saute dans la douche pour sentir bon pour elle. Pendant ce temps, Di-jong continue de râler qu'il prend un temps fou parce qu'elle meurt de faim. Dès qu'il sort de la douche, elle l'attend déjà dehors et le prend complètement au dépourvu, le plaquant au sol avant qu'il ne puisse réagir. Juste après ça, elle commence immédiatement à profiter du pauvre garçon. Son téléphone vibre soudainement avec un nouveau message. C'était de Sao Fu. Il l'avait abandonnée seule au cinéma, ce qui était honnêtement assez impoli à faire. Elle l'avait toujours traité avec gentillesse, et Jin-soo commence à se demander si elle l'aime sincèrement, ou si elle joue simplement avec ses sentiments, vu à quel point il est gentil. Il demande à Di-jong de le lâcher car elle lui serre la main si fort que ça lui fait mal, et elle finit par le relâcher. Il attrape rapidement son téléphone pour pouvoir répondre au message. Yisul lui demande pourquoi il a soudainement disparu, et il panique immédiatement, convaincu d'avoir complètement gâché ses chances car aucune fille n'apprécierait que quelqu'un parte comme ça sans explication. Le gars écrit déjà son propre arc de rejet. Après avoir réfléchi un instant, il trouve une excuse, disant qu'il s'est soudainement senti très malade et a dû partir parce qu'il pensait attraper la grippe. Elle demande pourquoi il ne lui a pas simplement dit avant, puisque disparaître ainsi l'a vraiment inquiété. Sans une once de honte, notre héros l'imagine immédiatement demander doucement comment il se sent et ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle est si incroyablement gentille avec lui. Je ne sais pas, les gars. Ça ressemble à bien plus qu'une simple gentillesse. Les femmes dans cette histoire sont étonnamment opportunistes. Elle demande si la douleur est grave, et il répond qu'il a un peu de fièvre mais qu'il commence déjà à se sentir un peu mieux. À l'autre bout du fil, la fille est clairement inquiète pour lui. Pendant ce temps, Jin-soo s'emballe déjà, imaginant qu'elle est complètement folle de lui. Yisul dit qu'elle se sent coupable de l'avoir laissé seule à la maison, et propose de passer pour s'occuper de lui. Notre protagoniste éhonté lui répond joyeusement qu'elle est plus que la bienvenue. Dès qu'il finit ce qu'il a à faire, il se dirige vers la salle de bain pour prendre une autre douche, avant de lui donner son adresse. Ce gars se prépare comme si c'était le combat contre le boss final. Son cœur s'emballe, et elle lui dit qu'elle arrivera chez lui vers 3 heures de l'après-midi. Quand le moment arrive enfin, elle s'y rend et trouve immédiatement que l'endroit semble plutôt étrange, et il est évident que Sao Fu était sincèrement inquiète pour lui. Quand il arrive enfin à l'endroit indiqué sur le GPS, il hésite, se demandant si c'est vraiment le bon endroit. Il commence à se demander si l'invité était une terrible idée car, emporté par le moment alors qu'il était avec Di-jong, il lui a donné son adresse sans réfléchir, et maintenant il réalise que la laisser venir n'était pas exactement sa décision la plus brillante. Erreur de débutant en comédie romantique numéro 1, édition Speedrun. Il jette un coup d'œil sur le côté et remarque la fille qui dort paisiblement. Elle devait partir avant que Isol n'arrive à l'appartement. Plusieurs minutes s'écoulent dans un silence complet. Finalement, Di-jong se réveille et se rappelle qu'elle doit retrouver ses amis plus tard dans la journée. Elle se change à la hâte, mais quelque chose lui dit que Jin-soo cache un secret, alors elle le fixe droit dans son visage à l'air perdu. Et elle n'avait pas tort, car il essayait désespérément de l'empêcher de découvrir qu'une autre fille était sur le point de visiter son appartement. À l'instant où Di-jong claque la porte derrière elle en partant, il réalise qu'il doit tout nettoyer immédiatement puisque Lee pourrait arriver à l'appartement d'une minute à l'autre. Les 2 brosses à dents devaient disparaître, tous les cosmétiques devaient être cachés, et en plus de ça, ses vêtements devaient être rangés car les voir créerait un désastre. Le gars fait un speedrun de suppression de preuves. Après ça, il prend une autre douche brûlante pour avoir vraiment l'air malade, et il met même un masque pour rendre son jeu d'acteur crédible. Pile à ce moment-là, Lee sonne à la porte de l'appartement. Elle était absolument magnifique, les gars. Dès qu'il la voit, notre protagoniste craque encore plus pour elle. Il continue d'espérer que sa fausse maladie semblera assez convaincante pour qu'elle croie chaque mot. Dès qu'elle entre, elle est surprise de voir à quel point l'appartement est impeccable. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un garçon vivant seul garde tout aussi propre et organisé. Jin-soo remarque soudainement une mèche de cheveux sur le lit, alors il se jette dessus, prétendant qu'il a simplement perdu l'équilibre parce qu'il est censé être trop faible pour se tenir debout correctement. Cette performance ne fait qu'inquiéter Yoko encore plus à son sujet, alors elle se penche près de lui pour vérifier s'il a de la fièvre. Un jeu d'acteur digne d'un Oscar, par accident. Puisqu'il venait de se tenir sous une eau brûlante, son front était encore chaud,
la rendant encore plus convaincu qu'il avait de la fièvre. Elle lui demande s'il a déjà mangé quelque chose, et il admet que non. À cause de cela, elle décide de lui préparer de la soupe, expliquant que quelqu'un de malade ne devrait pas rester sans manger trop longtemps. Elle le dit avec la voix la plus douce imaginable. Et Jinso devient encore plus convaincu qu'elle est incroyable, se demandant même si elle flirte secrètement avec lui, bien qu'il n'en soit pas totalement sûr. Yoko Seol se retourne et dit qu'elle va préparer quelque chose de nutritif parce qu'elle ne veut pas le voir souffrir. À ce moment-là, notre héros éhonté ne peut s'empêcher de la fixer, et ses joues deviennent lentement rouge vif. Ouais. Nous savons tous exactement où les yeux de cet homme se sont égarés. Pendant ce temps, Dijong passe du temps avec ses amis, mais elle s'ennuie à mourir et ne peut s'empêcher de penser à notre héros, alors elle décide de rentrer beaucoup plus tôt que prévu. De retour à l'appartement, Yi-seul prépare une soupe aux flocons d'avoine pendant que Jinso, agissant comme le vieil homme éhonté qu'il est, continue de la fixer sans arrêt. Il continue de penser à quel point elle est belle pendant qu'elle met soigneusement un véritable effort à préparer le repas. Une fois qu'elle a terminé, Jinso lui dit qu'elle ressemble à un bel ange. Elle rougit timidement avant de lui tendre la soupe, espérant qu'il se rétablira après l'avoir mangé. Comme il a toujours l'air faible, elle décide de le nourrir elle-même, soufflant doucement sur chaque cuillerée avant de l'amener à sa bouche et de lui dire d'ouvrir grand comme si elle nourrissait un petit avion. Dégâts émotionnels maximum, coup critique. Il trouve ça un peu gênant, mais il accepte quand même et prend une bouchée. Malheureusement, l'atmosphère chaleureuse ne dure pas très longtemps. Son téléphone se met soudainement à sonner. Au grand désespoir de Jinso, l'appelant est Dijong, alors il s'excuse et dit qu'il doit répondre. Elle commence immédiatement à se plaindre, lui disant de préparer la nourriture car elle quitte le rassemblement plus tôt parce que sa sieste avérée incroyablement ennuyeux. Cela met instantanément notre pauvre protagoniste sur les nerfs car seul pourrait se faire de fausses idées après l'avoir entendu parler à une autre fille. Dès que l'appel se termine, Jinso panique, essayant de trouver quoi faire parce que Dijong est déjà en train de monter, alors que Yi-seol est littéralement dans sa chambre. Ouais. Ce lobby est sur le point de passer en PVP. Réalisant à quel point la situation est grave, il se précipite vers la porte d'entrée pour s'assurer qu'elle arrive vraiment. Effectivement, il entend ses pas approcher, alors il se précipite vers Yi-seol, s'excusant et promettant de tout lui expliquer plus tard. Yi-seol n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, et commence même à se demander s'il n'a pas complètement perdu la tête. Sans perdre une seconde de plus, il lui attrape la main et l'entraîne avec lui. Le placard est le seul endroit disponible pour se cacher, alors c'est exactement là qu'il les mène. Quelques instants plus tard, Dijong atteint l'appartement et sonne à la porte. Notre pauvre protagoniste réalise que sa harceleuse est déjà arrivée, ce qui signifie qu'ils doivent rester cachés à tout prix. Elle entre et remarque immédiatement à quel point l'appartement semble étrangement silencieux. Agacée, elle commence à se plaindre car il a disparu sans lui donner la moindre explication. Pendant ce temps, notre protagoniste et Yi-seul sont serrés l'un contre l'autre dans le minuscule placard. Dijong continue de râler, furieuse que notre héros n'ait pas préparé la nourriture qu'elle avait demandée. En même temps, Yi-seol, entassé dans cet espace exigu, essaie désespérément de comprendre ce qui se passe. Jinso bouge légèrement, se pressant accidentellement encore plus contre elle. Ce mouvement soudain fait pousser un petit cri à la fille, et tous deux paniquent immédiatement. Convaincus que Dijong est sur le point de les découvrir. La mission d'infiltration a failli échouer juste là. Heureusement, la fille obsessionnelle n'entend rien, alors les deux restent cachés dans le placard. Yi-seol lui fait signe de s'approcher avant de demander doucement ce qui se passe réellement. Elle l'avertit que s'il ne lui dit pas la vérité, elle se mettra à crier. Face à cet ultimatum, Jinso cherche désespérément la réponse la moins désastreuse qu'il puisse trouver. Naturellement, il invente une autre excuse terrible, prétendant que sa cousine séjourne dans son appartement pour quelques jours. Il ajoute que ses parents sont extrêmement conservateurs, donc ils ne doivent absolument pas découvrir que Jinso a amené une autre fille dans sa chambre. Cette explication n'a absolument aucun sens. Pourtant, Yi-seol semble croire ce petit mensonge ridicule, ce qui le soulage incroyablement. Soit elle était incroyablement innocente, soit elle était tellement tombée sous le charme de notre héros que la logique ne fonctionnait plus, car croire à cette histoire est presque impossible. Il commence à transpirer à grosses gouttes, et elle lui dit calmement de ne pas s'inquiéter, car n'importe qui transpirerait en étant enfermé dans un placard aussi exigu. Pendant ce temps, Dijong remarque le bol de flocons d'avoine qu'il a laissé et recommence immédiatement à se plaindre, criant qu'elle lui a spécifiquement ordonné de préparer de la vraie nourriture, pas ces horribles flocons d'avoine. Dijong continue d'examiner le bol avant de finir par en prendre une bouchée elle-même pour voir si c'est vraiment si mauvais. Et au final, elle conclut que les flocons d'avoine sont absolument affreux. Cela irrite immédiatement Jinso, car ces flocons d'avoine avaient été préparés spécialement pour lui par la fille qui lui plaît. Maintenant, la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'attendre que Dijong parte ou s'endorme pour qu'il puisse enfin sortir du placard. Malheureusement, ça prend une éternité car Dijong s'assoit sur le lit et commence tranquillement à commander à manger sur une application de livraison. Tous les deux restent bloqués à l'intérieur de ce placard exigu alors que la température ne cesse de grimper. Simulateur de transpiration débloqué. Pendant ce temps, elle continue de tourmenter notre pauvre héros sans la moindre honte. Plusieurs heures s'écoulent péniblement avant que le livreur n'arrive enfin avec un seau de poulet frit pour elle. Elle s'en réjouit joyeusement,
disant qu'elle va simplement l'ajouter à l'ardoise de Jinso pour que ce soit lui qui paie. Après avoir mangé tout en dévorant une série, elle finit par s'assoupir rapidement. C'est l'occasion rêvée pour eux deux de s'échapper. Dès l'instant où il sort du placard, les jambes de notre héros tremblent d'avoir gardé une position aussi inconfortable si longtemps, et il a un mal de dos atroce. En voyant ça, Yizul lui propose immédiatement de lui faire un massage, pour qu'il puisse se détendre. Il insiste sur le fait que ce n'est vraiment pas la peine, mais elle refuse de céder, lui rappelant qu'il est malade et qu'il a passé plus de 3 heures coincé dans ce placard. Elle s'en veut même pour tout ce qui vient de se passer. Il continue de décliner l'offre en disant que ça ira, mais la fille se jette soudainement sur lui. Elle explique qu'elle veut juste soulager ses tensions car elle se sent coupable de lui avoir fait subir tout ça. Classe de soutien activée. Finalement, elle lui fait un massage relaxant pour l'aider à évacuer tout ce stress. Une fois terminé, elle lui demande s'il se sent mieux et si son dos lui fait toujours mal. Honnêtement, Jinso ne sait plus quoi penser, mais une chose est sûre, son dos va vraiment beaucoup mieux. Et à ce stade, il ne fait même plus semblant d'être enrhumé. Elle lui dit au revoir, en lui disant qu'ils se reverront très vite. Et à ce moment-là, il est complètement persuadé qu'elle est amoureuse de lui, après tout ce qu'elle a fait. Son esprit commence immédiatement à repasser en boucle chaque instant où elle lui a montré de l'intérêt. À la supérette, elle lui demandait toujours de porter les cartons lourds. Et pour lui, c'était forcément un signe de plus. Ce gars collectionne les feux verts comme des trophées à débloquer. Sans y réfléchir à deux fois, il court après elle, la retenant doucement par le bras pour lui demander d'attendre une seconde. Il prétend que son dos n'est pas encore guéri. Il n'a pas honte, n'est-ce pas, les gars? Puis il dit qu'elle devrait lui faire un autre massage. Ce type sait vraiment comment pousser le bouchon. Elle se contente de le fixer, essayant d'assimiler ce qu'il veut dire au juste. Elle sait déjà qu'il simulait son rhume depuis le début, mais il s'entête à affirmer qu'il est encore malade. Malgré tout, elle lui dit qu'ils ne sont pas prêts à aller plus loin dans leur relation car, pour l'instant, ils ne sont que des amis et n'ont pas encore atteint ce stade. Cette réponse laisse le pauvre Jinso complètement sans voix. Néanmoins, elle le rassure et lui dit de ne pas s'inquiéter car ils auront plein d'occasions de se revoir avant de rentrer chez elle. Il se demande si elle ne joue pas avec ses sentiments et ne comprend pas pourquoi elle lui a dit une chose pareille. Elle lui avait déjà donné à manger elle-même et lui avait même massé le dos. Ça n'avait donc absolument aucun sens qu'elle prétende soudainement qu'il n'était pas assez intime pour un autre massage. Dégâts émotionnels, auto-infligés cette fois-ci. À ce moment-là, Dijong se réveille après avoir entendu la porte d'entrée claquer et suppose que Jinso vient tout juste de rentrer de la fête. Pensant vite, il joue le jeu et lui répond qu'il vient d'arriver. Elle lui demande aussitôt pourquoi il a ignoré tous ses appels où elle lui disait de ramener de la vraie nourriture, puis se plaint d'avoir dû dépenser son propre argent à cause de lui. Comme si ça ne suffisait pas, elle attrape le pauvre gars par le cou, lui disant qu'elle va tout mettre sur son compte, avant de traiter notre héros de minable, une fois de plus. Il réplique qu'elle aurait tout simplement pu manger les flocons d'avoine, mais elle continue de se plaindre, insistant sur le fait qu'il devra se racheter car tout ce qu'il a fait aujourd'hui l'a stressé. Vu qu'elle prétend être stressée et qu'il a encore mal au dos, elle décide d'avoir besoin d'un autre massage et dit qu'elle va passer toute sa frustration sur lui, avant de lui sauter dessus. Disons simplement que les flocons d'avoine ne sont pas la seule chose qui a fini par refroidir cette nuit-là. Le lendemain, il se rend à la supérette où il travaille, et à peine arrivé, il est accueilli par sa waifu avec un grand sourire éclatant. Notre pauvre héros remarque immédiatement qu'elle porte une jupe avec des collants noirs, et il n'arrête pas de penser à quel point elle est adorable, tout en la traitant de nouveau de magnifique. Elle lui demande s'il peut l'aider à ranger des cartons dans la réserve, et il se porte volontaire avec joie. Mais une fois sur place, il réalise qu'il n'y a pas le moindre carton, alors il lui demande pourquoi elle l'a emmené là. Un seul regard sur son visage suffit pour deviner ce qu'elle a derrière la tête. N'est-ce pas? Elle a même mis un panneau sur la porte disant que le magasin est temporairement fermé. Pendant ce temps, à l'université, Dijong suit son cours tout en étant secrètement folle amoureuse de Jinso. Elle refuse tout simplement de l'admettre. Elle se plaint même de mourir des nuits car les cours sont mortellement soporifiques. Mais avant longtemps, elle se remet à penser à notre héros, ce qui la fait rougir, le feu lui montant de façon visible aux joues. Peu importe à quel point elle le niait, elle était vraiment tombée sous son charme. Même là, elle continuait de se mentir, affirmant qu'il ne lui plaisait pas du tout. Ses amis remarquent son air nerveux, alors elle trouve rapidement une excuse, prétextant qu'elle s'inquiète juste pour les prochains examens. Peu de temps après, elle l'invite dans un café pour pouvoir discuter de garçons ensemble. Elle continue de parler des garçons mignons de l'université, mais Dijong évite d'en dire trop sur la personne qu'elle est censée fréquenter, car elle sait que les autres filles en feraient tout un plat. Elle a honte d'avouer que c'est Jinso puisque tout le monde le considère simplement comme un intello ringard. Pourtant, à chaque fois qu'il lui traverse l'esprit, ses joues deviennent rouges et son cœur s'emballe. Finalement, elle décide d'aller le voir, donnant à ses amis une petite excuse en leur disant qu'elle a déjà un rendez-vous de prévu avant de leur dire au revoir. Pendant ce temps, notre héros est toujours dans la réserve avec sa waifu, pendant que Dijong décide de lui acheter une boisson énergisante car dernièrement, il n'a pas vraiment débordé d'énergie. Elle n'arrêtait pas de se dire que ce n'était pas du tout un vrai cadeau, juste un petit geste pour faire plaisir à son colocataire. Ouais, c'est ça, persuade-toi. Avec cette idée en tête, elle se hâte de rentrer à l'appartement,
impatiente de le revoir car elle a complètement craqué pour lui. Quand elle arrive sur place, notre pauvre héros a l'air complètement lessivé. Le Gaceste fait vider de son énergie, la moindre once de sa force vitale lui a été aspirée par ces filles égoïstes. Elles lui ont carrément aspiré l'âme du corps. La barre de PV du frérot était à 1%. Le voir dans cet état inquiète Dijong, et elle lui demande pourquoi il a l'air si épuisé. Elle commence à échafauder toutes sortes de théories pour expliquer pourquoi il ressemble tout à coup à un squelette ambulant. Puis ça fait enfin tilt, et elle lui demande s'il sort avec une autre fille. Il a l'air confus, lui demande de quoi elle parle, et le nie catégoriquement. Dijong, en revanche, s'énerve et refuse de croire à son explication. Néanmoins, elle ne veut pas passer pour la fille jalouse, alors elle lui tend une boisson énergisante et lui dit de la boire s'il veut se sentir mieux. Subtil? Pas du tout. Jinso n'arrive pas à se défaire du sentiment d'être manipulé par un groupe de femmes démoniaques. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il se passait. Ces filles ne se souciaient que de profiter de la gentillesse de notre héros, qui il était réellement n'avait absolument aucune importance pour elles. Aïe. Dégâts émotionnels inclus gratuitement. Ensuite, il se connecte à un forum sur internet pour vider son sac sur tout ce qu'il se passe. Jinso explique toute sa situation, disant qu'une fille vit avec lui car elle lui doit 10 millions, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui le traite comme un esclave. Personne ne croit un traître mot de ce qu'il dit, supposant qu'il blague ou qu'il invente tout de A à Z. Pour être juste, lui-même admet que son histoire paraît complètement farfelue. Il jette un coup d'œil vers le lit et remarque qu'elle dort paisiblement. En la regardant ainsi, elle ne semble même pas aussi cruelle qu'elle l'est vraiment. Les apparences peuvent être incroyablement trompeuses. Mais la réalité, c'est qu'il était complètement épuisé, et après ces 2 dernières semaines, il n'avait plus d'énergie pour rien. Le jour suivant, il avait un rendez-vous de prévu avec sa waifu, et tous les deux se sont dirigés vers un restaurant. Une fois sur place, il lui a demandé si elle allait commander le célèbre plat de nouilles du restaurant, et c'est exactement ce qu'elle a choisi. Elle le remercie d'avoir payé, et juste après avoir fini de manger, elle l'entraîne dans une pièce cachée à l'intérieur du restaurant, et lui dit doucement de ne pas dire un mot. Ce n'est absolument pas suspect. Le pauvre ne pouvait pas souffler une seconde, que ce soit au travail ou même au cinéma, et finissait chaque journée complètement vidé. Il ressemblait à un zombie, ce qui irritait Dijong, qui se plaignait d'être resté éveillé à l'attendre. Et comme il ne disait jamais où il était, elle pensait qu'il était vraiment mort. Elle ouvre le réfrigérateur et remarque plusieurs boissons énergisantes à l'intérieur, se demandant pourquoi il y en a autant. Puis elle regarde sur le côté et comprend instantanément la vraie raison. Mystère résolu plus vite que dans un anime de détective. Laissez un commentaire pour nous dire si vous aimeriez prendre la place de Jinso, ou si ça ressemble plutôt à un cauchemar total. Il se souvient du jour où il a rencontré Dijong pour la première fois, lors de leur première année de collège. Elle était en sueur après le cours de sport, tandis qu'une de ses amies insistait sur le fait que Jinso l'avait fixée tout le temps et devait avoir le béguin pour elle. Et c'est ainsi que le désastre qu'était sa vie a officiellement commencé. Un regard accidentel, un abonnement à vie au chaos. S'il pouvait remonter le temps, il ne l'aurait jamais regardé. C'est pourquoi Jinso finit par accepter le défi. Plus tard, il remarque que son téléphone sonne pendant que Dijong dort. Elle se réveille et demande immédiatement de quoi parlait l'appel et avec qui il discutait. Il lui donne une excuse bidon, et après s'être changée pour sortir, elle mentionne avec désinvolture qu'elle pourrait ne pas rentrer aujourd'hui. Dehors, elle rougit, se demandant pourquoi elle se souciait tant de savoir à qui il parlait au téléphone, réalisant qu'elle agissait exactement comme ses petites amies peau de colle. La fille est en train de perdre la bataille contre ses propres sentiments. Il était devenu douloureusement évident qu'elle l'aimait bien, alors elle a erré en ville pour essayer de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment pour Jinso. Était-ce de l'amour, ou voulait-elle simplement continuer à se servir de ce pauvre gars à cause des 10 millions qu'elle lui devait? Finalement, elle s'arrête à la petite supérette où travaille notre pauvre héros et Isul. Lorsqu'elle essaie de payer quelques articles avec sa carte, elle découvre que son plafond de dépenses a été bloqué. Elle réalise immédiatement que son grand frère est responsable et l'appelle. Elle passe tout l'appel à l'insulter, disant qu'il est exactement comme leur père. Son frère lui explique qu'il avait de bonnes raisons de lui couper les vivres, lui disant qu'il est temps de trouver un travail ou de dénicher un petit ami riche car il ne peut pas lui envoyer de l'argent indéfiniment. Il ajoute ensuite qu'il va lui arranger un rendez-vous aveugle avec un gars riche qu'il connaît. L'idée ne l'enchante pas, mais n'ayant pas de meilleure option, elle accepte à contre-cœur. Parfois, la vie génère des quêtes secondaires que tu n'as jamais demandées. Pendant ce temps, Jinso commence à recevoir des messages de sa waifu lui demandant s'il compte venir travailler. Comme il l'aimait sincèrement, il a couru au travail aussi vite que possible et est arrivé une bonne demi-heure avant son service. Quand il la salue, il croit soudain apercevoir Dijong et se retrouve complètement confus, ayant l'impression qu'elle apparaît partout où il regarde. Cet homme a urgemment besoin d'une mise à jour logicielle de son cerveau. Pendant ce temps, Isul n'arrête pas de lui demander s'il est secrètement amoureux parce qu'il ne peut pas s'empêcher de la fixer. Elle se met à rire, visiblement convaincue d'avoir vu juste, et qu'il avait vraiment des sentiments pour elle. Jinso continue de nier, insistant sur le fait que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Elle l'invite ensuite chez elle ce soir-là pour qu'ils puissent jouer aux jeux vidéo ensemble. À ce moment-là, Jinso commence à se demander quel genre de jeu elle pourrait bien avoir. Comme il ne répond pas tout de suite, elle lui dit que ce n'est pas grave s'il n'a pas vraiment envie de venir.
Malgré cela, il voulait absolument y aller parce qu'il adorait sincèrement les jeux vidéo. Dès qu'il arrive, il sonne à la porte, et elle lui ouvre en portant une tenue incroyablement belle. Cette vision le rend instantanément nerveux, et il ne peut s'empêcher de lui sourire. À cet instant, il réalise que peut-être qu'elle ne possède aucun jeu vidéo, et qu'elle l'a invité pour une toute autre raison. L'imagination de notre ami a débloqué le niveau maximum. En voyant à quel point elle était élégamment habillée, il est de plus en plus convaincu qu'elle essaie de le séduire. Il entre en disant qu'il a apporté des jeux avec lui, mais elle plaque immédiatement sa main sur son visage, le traite d'idiot et lui dit qu'elle n'a en fait aucun jeu vidéo chez elle. Dites-moi les gars, si un simulateur de rencontre existait dans la vraie vie, est-ce que vous y joueriez? Son visage devient tout rouge, et à ce moment précis, elle se penche vers lui, prête à l'embrasser. Le moment que tout le monde attendait était enfin arrivé. Enfin, il était sur le point de partager son premier baiser avec elle, et il semblait que notre héros réussissait enfin à conquérir la fille qu'il aimait. Ce mec a vraiment survécu à toutes les quêtes secondaires pour cette cinématique. En parfait gentleman, il la soulève doucement dans ses bras. Il réalise que c'est l'occasion parfaite pour passer à l'action. Puis, juste au moment où les choses allaient devenir sérieuses, la scène est coupée net, montrant Di-jong lors d'un rendez-vous arrangé par son frère aîné. Le timing classique des animes, il nous frappe toujours avec le pire cliffhanger. Elle n'a jamais voulu y aller en premier lieu, et n'arrête pas de chercher des excuses pour y échapper. Mais au final, elle n'a pas d'autre choix que d'y aller. Une fois arrivée, elle remarque qu'il dîne dans un restaurant traditionnel chic. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, mais au moment où elle voit son rendez-vous, elle est complètement abasourdie. Le gars se tient d'une manière incroyablement rigide, et pour le dire poliment, il n'est pas vraiment fascinant. Énergie de PNJ détectée. Malgré tout, elle décide de ne pas le juger trop vite et se dit qu'elle va lui donner sa chance. Pendant qu'ils discutent, ils ne parlent que de musculation et de voitures de sport. Inutile de dire que son enthousiasme disparaît presque instantanément. Comme il n'a rien d'intéressant à dire, elle continue de chercher l'excuse la plus rapide pour s'enfuir. Même après le dîner, il continue de divaguer sur des sujets ennuyeux, finissant par parler de pêche sans jamais lui laisser placer un mot. Le mec a débloqué le glitch du dialogue infini. Il monopolise toute la conversation sans s'arrêter une seule seconde. À cet instant, elle réalise que même si Jinso n'est pas le gars le plus passionnant du monde, sa compagnie est bien plus agréable que celle de la plupart des hommes. Alors elle finit par abandonner, dit à son rendez-vous qu'elle doit partir, et le plante là. Pendant ce temps, notre héros malchanceux s'était évanoui, et quand il reprend enfin connaissance, il découvre qu'il porte des menottes. Sa première pensée est que Isul a complètement perdu la tête et l'a kidnappé. Honnêtement, c'est une conclusion raisonnable. Il demande immédiatement qui est responsable de lui avoir mis ces menottes. Chanceux, ou peut-être malchanceux. Jinso se retrouve attaché au lit. Isul lui dit avec désinvolture qu'elle est surprise qu'il soit enfin réveillé, et lui demande même s'il a bien dormi. Après avoir passé toute la nuit là-bas, il a des sueurs froides en demandant ce qui se passe au juste. Il ne se souvient de rien de ce qui a précédé cette situation, et demande même si tout ça est une blague, et si elle compte le laisser partir. Elle lui répond calmement qu'elle est tout à fait sérieuse, et qu'elle ne le libérera qu'après qu'il aura répondu à quelques questions. Cette phrase n'a jamais rassuré personne. Jinso commence immédiatement à se demander de quel genre de questions elle parle. Ce qu'elle veut, c'est apprendre quelque chose de beaucoup plus personnel sur lui, admettant qu'elle a délibérément tout fait pour attirer son attention. La raison était simple, elle était sincèrement intéressée par lui. Lui tenant le menton, Isul lui dit qu'elle le trouve incroyablement beau avant de lui demander s'il serait intéressé pour devenir sex friends. Le pauvre gars réalise que cette fille cherche simplement quelqu'un avec qui s'amuser. Une autre fille essayait de lui passer la laisse au cou. Personnage différent, même DLC. Contrairement à la première fille, qui était liée à lui par des dettes, celle-ci semblait vraiment avoir de vrais sentiments pour lui. Di-jong n'était pas vraiment du genre romantique. En revanche, Isul avait pratiquement deux personnalités complètement différentes. Au travail, elle avait l'air assez innocente pour tromper n'importe qui. Ça pour des traits de caractère cachés. Puisque Jinso avait déjà des sentiments pour la fille blonde, il finit par dire oui. Elle serre le pauvre garçon dans ses bras, lui annonçant joyeusement qu'à partir de maintenant, ils allaient entretenir une amitié très spéciale, si tu vois ce qu'elle veut dire. Pour fêter ça, elle dit qu'elle va chercher de quoi boire. Ouais, on sait tous très bien où ça va probablement mener. Plus tard dans la journée, Di-jong est de retour à l'appartement quand son téléphone sonne soudainement. Il s'avère que c'est un message de l'homme qu'elle a planté, disant qu'il comprenait pourquoi elle avait fui le restaurant, et admettant que l'endroit pouvait être un peu oppressant, mais ajoutant qu'il aimerait la revoir. Il était même plutôt beau garçon, mais quelque chose chez lui paraissait encore étrange. Alors, après avoir poussé un soupir, elle décide de lui accorder peut-être une dernière chance. Juste à ce moment-là, elle entend quelqu'un à la porte d'entrée et se retourne. C'était Jinso, rentrant enfin à la maison tard ce dimanche soir. Elle devient instantanément jalouse et exige de savoir où il était passé tout ce temps. Essayant de la jouer détendue, il prétend qu'il étudiait chez un ami. Super mensonge. Dommage que ses statistiques n'incluent pas la tromperie. Elle lui ordonne de s'agenouiller, puis remarque le pansement enroulé autour de son cou. Naturellement, le pauvre gars commence à trembler de peur, se demandant ce qu'elle s'apprête à faire.
Dijong lui demande pourquoi il porte un pansement, et il invente vite une autre excuse, prétendant qu'un moustique l'a piqué. Il l'a trop gratté et a fini par aggraver la blessure. Elle ne croit pas une seule seconde à cette explication et insiste sur le fait qu'il cache quelque chose, pendant qu'il n'arrête pas de trembler. Notre héros est officiellement à court d'excuses crédibles. Elle commence à se demander s'il voit secrètement une autre fille, lui demandant si c'est la vraie raison pour laquelle il a passé toute la nuit dehors, car rien d'autre n'aurait de sens. En réponse, le pauvre gars jure qu'il étudiait vraiment chez son ami. Pour le coup, au moins, il disait la vérité. Elle s'allonge sur le lit, le traite de menteur et, faisant semblant de s'en ficher, lui demande l'air de rien s'il était avec une autre fille. Techniquement pas une petite amie, mais on s'en rapproche, se dit-il. Bien sûr, il continue de tout nier parce qu'il sait qu'elle le tabasserait probablement si elle le découvrait. L'instinct de survie qui prend le dessus. Dijong agissait de façon bien plus étrange que d'habitude. Il était devenu cruellement évident qu'elle était jalouse de Jinso. Essayant de le cacher, elle lui dit qu'elle se fiche de qui il fréquente, tant qu'il la rembourse d'abord. Jinso commence même à se demander si continuer à mentir en vaut vraiment la peine. Puis elle dit qu'elle pourrait simplement le frapper, mais décide plutôt qu'il devrait aller acheter à boire pour eux deux. Elle lui ordonne de partir immédiatement et de revenir dans les 3 minutes. Mission acceptée. Échec égal respawn immédiat. Jinso fonce vers la porte sans perdre une seconde. Il sait parfaitement que prendre trop de temps signifie se prendre des coups. Dès qu'il part, elle commence à s'inquiéter car sa jalousie est devenue beaucoup trop évidente. Elle se demande pourquoi elle ressent même ça alors qu'en temps normal, elle se contenterait de le frapper sans trop y penser. D'ailleurs, elle vient de rencontrer un homme qui semblait bien plus viril que notre protagoniste, et s'était même dit qu'elle devrait probablement sortir avec quelqu'un comme lui plutôt qu'avec Jinso. Malgré tout, ses sentiments troublants ne cessaient de la tourmenter. Un peu plus tard, Jinso revient en courant et annonce fièrement que l'aller-retour ne lui a pris que 2 minutes. En entendant cela, Dijong devient gênée, réalisant qu'il l'avait peut-être vu faire la moue toute seule. Après ça, elle commence immédiatement à se plaindre, insistant sur le fait que ça lui a en réalité pris 5 bonnes minutes. Un peu plus tard, elle leur sert un verre à tous les deux, et ils lèvent même leur verre pour trinquer. Au moment où il prend une gorgée, il grommelle que boire de l'alcool le ventre vide l'a frappé bien plus fort que prévu. Speedrun vers l'ivresse débloquée. Elle sourit et dit que ce genre de moment lui rappelle le bon vieux temps. Au collège, elle le forçait tout le temps à faire ses courses. Elle le chronométrait même pour voir s'il pouvait tout finir en moins de 3 minutes. Pendant ce temps, tous ses amis restaient là à se moquer du pauvre gars. Le summum du comportement de tyran au collège. Elle a même le culot de prétendre qu'elle lui rendait service parce que toutes ses courses lui faisaient faire de l'exercice. Sérieusement, cette fille est irrécupérable. Puis elle lui demande innocemment s'il regrette d'être devenu son garçon de course personnel. Ses joues sont devenues rouges vifs, rendant évident qu'elle ne le taquinait que pour cacher à quel point elle était vraiment jalouse. Cela le pousse à se demander si tout ce qu'elle fait n'est pas en réalité parce qu'elle a des sentiments pour lui. Juste à ce moment-là, son téléphone se met soudainement à sonner. Timing parfait ou bien le pire timing possible. L'appel venait de Hazel, mais notre protagoniste n'a jamais entendu la sonnerie. Pendant ce temps, elle commence à imaginer ce qu'il pouvait bien être en train de faire. Disons juste qu'elle avait besoin de lui pour l'aider à éteindre un certain feu. Elle finit donc par se lever et commence plutôt à chercher de beaux garçons du regard. Le pauvre gars avait beaucoup trop bu, et quand il se réveille enfin, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il s'avère que Dijong avait profité de la situation, mais Jinso ne se souvenait de rien du tout. L'amnésie a littéralement dit, c'est pas mon problème. En vérifiant son téléphone, il remarque qu'il a manqué un appel. Naturellement, ça venait de sa waifu. Puisque notre héros n'a pas répondu, elle a fini par passer du temps avec un autre gars à la place. Quand il la rappelle enfin pour lui demander ce qu'elle voulait, elle lui répond simplement que ce n'était rien d'important et qu'elle voulait juste le voir. Avec un petit sourire malicieux, Yisul lui demande s'il a récupéré son énergie de la nuit dernière et se demande même s'il aura assez de force pour la retrouver ce soir-là. Après avoir raccroché, il pousse un soupir de soulagement car elle ne semble pas contrariée. Ensuite, il vérifie les graphiques des crypto-monnaies et remarque qu'ils sont en hausse. C'était une excellente nouvelle car ça signifiait qu'il pourrait peut-être récupérer tout l'argent qu'il avait perdu, des mains de diamant apparemment. Plus tard, il se rend à l'université, où il sent rapidement que quelqu'un l'observe secrètement. La coupable n'était autre que Dijong. Sa jalousie avait atteint un point tel qu'elle avait décidé de découvrir s'il voyait une autre femme, alors elle l'a suivi partout sur le campus. Le pauvre gars sentait bien que quelqu'un était juste derrière lui, et à chaque fois qu'il jetait un œil, elle se dépêchait de se cacher. Heureusement pour elle, rien de suspect ne s'est produit sur le campus. Niveau de discrétion, discutable. Une fille blonde passe à côté de lui. Il s'est avéré que c'était l'une des amies de Dijong, et il s'arrête pour discuter avec elle un instant. Dans sa tête, il en rigole même, trouvant toute cette situation ridicule. Elle avait beau chercher, elle ne trouverait jamais de petite amie secrète l'attendant à l'université. Puis il a presque envie de pleurer car, techniquement, Hazel n'était même pas sa petite amie. Ce statut relationnel est en cours de chargement. À ce moment-là, il réalise que Dijong utilise littéralement son ami comme couverture humaine pour continuer à le traquer. Après être entré dans l'un des bâtiments de l'université, il se dirige vers un distributeur et,
Bien sûr, Dijong le suit toujours. Son comportement commençait vraiment à lui taper sur les nerfs. Elle remarque soudainement qu'il a disparu de son champ de vision. Puis, surgit de nulle part, il apparaît à côté d'elle et lui tapote l'épaule. Attaque furtive réussie. Il lui demande innocemment ce qu'elle fait près de la cafétéria. Sa couverture tombe complètement à Léo. Puis il se demande si elle est aussi venue là pour prendre un truc à manger, et elle fait maladroitement semblant que c'est exactement la raison de sa présence. Elle était vraiment nulle pour mentir et commence immédiatement à bégayer, parce qu'elle n'a aucune réponse crédible. Tout ce qui lui traverse l'esprit, c'est de savoir si elle a rendu cruellement évident le fait qu'elle le suivait. Juste à ce moment-là, une autre fille interpelle Dijong par son nom. Il se retourne rapidement et reconnaît une fille aux cheveux roux qui traînait avec eux à l'époque du collège. Elle dit joyeusement que ça fait si longtemps qu'elle n'a pas vu Dijong. Notre héros se souvient instantanément que cette fille le brutalisait et le harcelait tout le temps. Certains souvenirs méritent qu'on appuie sur le bouton de désinstallation. La rousse se plaint d'avoir appelé Daeyoung pendant une éternité sans jamais avoir de réponse. Après avoir jeté un coup d'œil à notre héros, elle a du mal à se souvenir de lui avant de réaliser que c'est le bon vieux larbin. Elle demande même à Daeyoung s'ils sortent ensemble tous les deux. Dijong devient immédiatement furieuse et lâche qu'elle ne sortirait jamais avec un raté comme lui. Sans perdre une seconde, la rousse continue de se moquer d'elle en disant qu'elle devrait être incroyablement désespérée pour sortir avec un mec pareil. Le tir allié est totalement activé. Ce commentaire rend Dijong furieuse, et elle demande à son amie si elle cherche à se faire démolir. La rousse attrape immédiatement Dijong par le bras, insistant sur le fait qu'elle a besoin de sa compagnie pour le reste de l'après-midi, et l'entraîne avec elle. Avant de partir, elle fait même un signe d'au revoir à notre protagoniste. Jinso célèbre intérieurement car il peut enfin aller travailler sans avoir quelqu'un qui le traque en secret. Liberté débloquée, temporairement. Une fois au travail, le pauvre garçon passe en fait un super moment. Finalement, le gérant l'appelle, mais Jinso ne répond pas parce qu'il était, disons simplement, occupé. Cela pousse le gérant à se rendre lui-même au magasin pour vérifier si tout le monde travaille vraiment. Tous les deux réalisent vite qu'ils sont dans de beaux draps et risquent de se faire prendre. Ils se cachaient ensemble dans la réserve, mais quand le gérant ouvre la porte, il n'y trouve absolument personne. C'est parce qu'il s'était déjà faufilé par la sortie de secours. Mission furtive accomplie. Pendant ce temps, les deux amis se promènent en centre-ville, riant encore d'avoir payé si peu pour le dîner. En passant devant un bar, elle plaisante en disant qu'elle devrait peut-être s'y trouver des petits amis. Dijong, cependant, n'est pas vraiment intéressée. À ce moment-là, son téléphone se met à sonner, et elle remarque que c'est l'homme avec qui elle est sortie quelques jours plus tôt. Quand elle répond, il lui demande si elle est libre ce soir-là, et lui dit qu'il aimerait beaucoup lui parler à nouveau. Elle lui dit qu'elle est disponible, tandis que son ami écoute discrètement toute la conversation. L'instant d'après, la rousse lui arrache le téléphone des mains et annonce fièrement qu'elle est l'amie de Dijong avant de demander s'il n'aurait pas un autre ami beau gosse à amener avec lui. En gros, elle organise un double rencard sans demander l'avis de personne. Stratégie audacieuse, aucune permission requise. Dijong réussit à récupérer son téléphone et gronde immédiatement son ami. Souriant jusqu'aux oreilles, la rousse déclare joyeusement que maintenant elles ont toutes les deux rendez-vous avec des beaux gosses. Dijong soupire, en disant que son ami n'a pas changé d'un poil depuis le collège. Plus tard, elles attendent toutes les deux à l'intérieur du bar que les garçons arrivent. Dès qu'ils pointent enfin le bout de leur nez, ils saluent les filles d'un geste de la main. Même là, la seule personne qui occupe l'esprit de Dijong est Jinso. Alors que les deux hommes s'excusent de les avoir fait attendre, la rousse était ravie de découvrir que les deux garçons étaient étudiants en médecine, alors tout le monde a commencé à se présenter. La rousse dit fièrement qu'elle a 20 ans avant de demander si les étudiants en médecine sont vraiment aussi intelligents que tout le monde le prétend. Les deux garçons sont un peu gênés et balayent maladroitement le compliment, en disant que la nourriture du restaurant est incroyable. Esquive parfaite, ou presque. Ils commandent même des bouteilles de vin cher, et la rousse suggère avec enthousiasme de porter un toast. Pendant ce temps, Dijong n'arrête pas de penser à Jinso et à quel point il est bien plus intéressant que l'un ou l'autre de ces garçons. La rousse, d'un autre côté, n'est excitée que parce que sortir avec de futurs médecins, ça ressemble à sortir avec de futurs millionnaires. Des priorités différentes, je suppose. Les garçons expliquent que les études de médecine sont incroyablement exigeantes, mais qu'il arrive quand même à trouver le temps de sortir avec de belles filles. Ils plaisantent même en disant que, si nécessaire, ils pourraient passer des nuits blanches à étudier. Cette fille était motivée par l'argent plus que par toute autre chose. Contrairement à Dijong, dont l'esprit était complètement occupé par autre chose. Et, ouais, vous savez déjà très bien de qui il s'agit. Son amie rousse ne se souciait que de sortir avec des hommes riches. Un peu plus tard, l'un des garçons s'excuse pour aller aux toilettes, laissant le blond seul avec Dijong. Il lui demande doucement pourquoi elle s'est soudainement enfuie lors de leur précédent dîner ensemble. Cette question la rend immédiatement nerveuse, sans aucune idée de la façon dont elle doit répondre. Heureusement pour elle, il dit qu'il est sûr qu'elle devait avoir une bonne raison de disparaître de la sorte. Comportement de roi respectueux. La rousse demande soudain s'ils sortent tous les deux ensemble. Le blond sourit et admet qu'ils ne sont pas ensemble, du moins pas encore. À l'instant où elle réalise qu'il est encore célibataire, la rousse commence immédiatement à flirter avec lui et lui demande s'il aimerait aller ailleurs avec elle après. Même Daeyoung,
qui aime généralement taquiner les gens, a trouvé que c'était un peu trop osé. Cela la prend complètement au dépourvu. Le blond lâche un rire gêné avant de devenir soudainement sérieux. Il s'excuse, disant qu'il ne peut pas accepter car la personne qui lui plaît est Dae-young. Coup critique. Entendre cette confession la laisse clouer sur place. Bizarrement, ces mots la rendent sincèrement heureuse. À ce moment-là, l'autre garçon revient des toilettes et demande en plaisantant pourquoi tout le monde s'est soudainement tu, se demandant si l'on parlait dans son dos. La rousse fait immédiatement semblant de se sentir seule et lui demande s'il ne voudrait pas l'emmener ailleurs pour lui remonter le moral. Elle indique même très clairement qu'elle parle d'un endroit privé, juste pour eux deux. Le gars a accepté avant même que la boîte de dialogue n'ait fini de charger. Totalement ravi, le gars accepte instantanément et part rapidement avec elle. En les regardant partir, De-young marmonne que son ami est absolument irrécupérable, tandis que la rousse lui fait simplement un clin d'œil avant de disparaître. Elle n'arrive toujours pas à croire tout ce qui vient de se passer. Voyant l'occasion parfaite, le blond lui demande timidement si elle aimerait aussi aller ailleurs avec lui. N'ayant que très peu de raisons de refuser, elle finit par accepter. Pendant ce temps, notre protagoniste dit à son gérant que sa waifu a manqué le travail parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait réussi à s'éclipser par la porte de derrière, et il explique que l'excuse a parfaitement fonctionné. Le gérant a complètement cru qu'elle était trop malade pour venir. Pas mal, crise évitée. Elle lui envoie même un message disant qu'elle aimerait le voir plus tard dans la journée. Une fois rentré chez lui, le pauvre garçon commence à déprimer en réalisant qu'il n'est rien d'autre qu'un pion ballotté par ses deux filles. Puis il remarque qu'il y a une énorme pile de linge sale qui l'attend. S'il ne lavait pas ses vêtements, De-young perdrait certainement son sang-froid. Simulateur de survie domestique. Pourtant, elle mettait un temps inhabituel à rentrer à la maison, même si elle aurait dû arriver bien plus tôt. En tenant l'un de ses vêtements, il ne peut s'empêcher de penser à quel point De-young est vraiment magnifique. Pendant ce temps, elle est sur son téléphone, envoyant un SMS à quelqu'un pour dire qu'elle rentrera bientôt. Après avoir mis fin à la conversation, elle admet doucement qu'elle n'avait jamais ressenti de tels sentiments auparavant. Elle ressentait une étrange chaleur dans son cœur. Patch de romance installé avec succès. Un instant plus tard, elle reçoit une photo. C'était de son amie rousse, qui lui envoyait fièrement une photo depuis un hôtel, disant qu'elle y passerait la nuit avec ce garçon. L'avoir fait soupirer De-young, qui trouve que son amie est incroyablement imprudente. Plusieurs minutes plus tard, elle rentre chez elle à la recherche de ce colocataire inutile. Elle remarque qu'aucun vêtement n'a été étendu pour sécher car la corde à linge est toujours complètement vide. Immédiatement, elle exige de savoir pourquoi il n'a pas fini le travail correctement. Il ne répond pas, alors elle fouille l'appartement jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de la salle de bain, et est le choc de sa vie. Ouais, ça va devenir gênant. Le pauvre gars se cachait à l'intérieur. Elle le dévisage et lui demande ce qu'il fait exactement. C'est de loin l'une des scènes les plus embarrassantes de toute l'histoire. Jin-soo aimerait que la terre l'engloutisse tout entier, tandis que Di-jong est complètement stupéfaite par ce qu'elle voit. Il se souvient avoir acheté une toute nouvelle serrure. Il avait même commencé à l'installer pour pouvoir fermer la salle de bain de l'intérieur. Mais cette fois, il a oublié de s'en servir, alors il insiste maladroitement sur le fait qu'il ne faisait rien de mal. Contenant à peine sa colère, Di-jong exige de savoir ce qu'il regardait sur son téléphone. Elle se plaint qu'il ne devrait pas gaspiller son énergie pour ce genre de choses, car il ne lui en resterait plus pour passer du temps avec elle. Puis elle se met carrément à hurler, lui demandant s'il faisait exactement ce qu'elle pensait qu'il faisait. Elle lui ordonne immédiatement de lui remettre le téléphone. Il essaie désespérément de le cacher, insistant sur le fait qu'il ne regardait rien d'inapproprié. La vérité, c'est qu'il fixait simplement une photo de sa waifu. Malheureusement, Di-jong fait voler le téléphone de ses mains d'une violente claque. L'appareil vole à travers la pièce avant de s'écraser violemment contre le sol. Fin de partie pour l'écran. Lorsqu'il le ramasse, il constate que l'écran est brisé. Il se met même à pleurer, lui demandant pourquoi elle a fait une chose pareille. À vrai dire, Jin-soo n'était même pas si en colère, mais il réalise que c'est l'occasion parfaite pour sauver sa propre peau. Di-jong se sent un peu gêné, mais insiste obstinément sur le fait que c'est la faute de cet idiot pour avoir fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pendant un long moment, ils se regardent simplement dans les yeux. Plus tard dans la nuit, chacun s'endort sur son propre matelas. Pendant ce temps, elle reste éveillée, consumée par la jalousie, s'imaginant qu'il envoie des messages à une autre fille. Ironiquement, toutes ces pensées jalouses la faisaient ressembler exactement à une petite amie trop possessive. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jin-soo, au point de se surprendre à l'observer secrètement. Au fond, elle voulait s'excuser d'avoir cassé son téléphone, mais sa fierté l'en empêchait. La fierté est vraiment le boss final. Le lendemain matin, il part au travail. Quand son service se termine enfin, son manager lui dit qu'il peut rentrer chez lui. Le pauvre garçon est complètement épuisé. Entre ses révisions acharnées pour la semaine d'examen et son travail exigeant, il ne lui reste presque plus d'énergie. À cause de ça, il n'a même pas eu le temps de vérifier son téléphone. Il y avait un message en attente d'Eizul, mais avant même qu'il ne puisse le lire, elle arrive soudainement et le serre dans ses bras. Un peu pris au dépourvu, notre pauvre héros lui demande ce qu'elle fait là. Elle sourit et lui dit qu'il lui manquait, alors elle a décidé de venir le voir. Il y avait une tache de vin sur ses vêtements, mais il s'est dit qu'il était plus sage de ne pas poser de questions. Parfois, la curiosité réduit vraiment votre espérance de vie.
Un instant plus tard, elle remarque l'écran fissuré de son téléphone. Et en essayant de le regarder, elle appuie accidentellement sur l'application de réseau social. Instantanément, une photo de Dijong debout à côté de son ami apparaît à l'écran. Jinso panique et ferme l'application à la vitesse de l'éclair, mais le mal est déjà fait. Mission échouée avec succès. Désormais clairement jalouse, elle n'arrête pas de demander qui est cette fille, tandis qu'il lui explique rapidement que c'est juste une connaissance de l'université et insiste sur le fait que l'application s'est ouverte par erreur. La blonde n'est pas convaincue une seule seconde et commence immédiatement à le bombarder de questions. Il prétend même qu'ils ne sont pas du tout proches et dit qu'ils travaillent seulement ensemble sur un projet universitaire. Un mensonge total, puisqu'ils vivent littéralement sous le même toit. La jalousie d'Eisul ne fait que grandir alors qu'elle exige de savoir exactement qui est cette fille. Jinso continue d'insister sur le fait qu'ils ne sont rien de plus que de simples camarades de classe. En la voyant réagir ainsi, il commence à se demander si elle est vraiment amoureuse de lui. Changeant de sujet à toute vitesse, il lui demande où ils ont prévu d'aller. Belle tentative d'évasion. Il était déjà tard, et il ne voyait aucun endroit qui serait encore ouvert. Elle sourit simplement et dit qu'elle a déjà l'endroit parfait en tête. Apparemment, il y avait une maison abandonnée tout près. L'idée d'avoir un rencard là-bas lui semble incroyablement dangereuse, mais elle le rassure en disant que personne n'entendra rien, alors ils montent tous les deux à l'étage. Ouais. Cette phrase n'était absolument pas suspecte. Après avoir atteint l'étage, il continue de jouer les innocents et lui demande ce qu'ils sont censés faire ici. Innocent est probablement le dernier mot que quiconque utiliserait pour décrire ce type. Vous savez déjà exactement ce qui s'est passé ensuite, alors il n'y a vraiment pas besoin de faire un dessin. Pendant ce temps, la semaine d'examen lui faisait vivre un véritable enfer, et sa routine entière se résumait à du café et des révisions non-stop. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu Sawefu pour la dernière fois, mais pour l'instant, sa seule priorité était de préparer ses examens. Pour une raison quelconque, Dijong continuait d'apparaître partout où il allait. Coïncidence? Ouais, probablement pas. Puisqu'il avait déjà un rencard prévu avec Sawefu samedi, il allait devoir s'éclipser sans que Dijong ne le remarque, ou bien s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Rien que d'y penser, ça lui donnait déjà la migraine. Tout ce qu'il voulait, c'était que samedi arrive au plus vite. Son dernier examen aurait lieu vendredi, et après ça, il serait enfin libre de passer du temps avec Sawefu. Enfin, le samedi arriva. Debout face à Dijong, il ment et lui dit qu'il sort avec quelques amis. Étonnamment, elle répond simplement qu'elle se fiche de savoir s'il rentre tard. Ça semblait beaucoup trop facile. Il commence immédiatement à soupçonner qu'un piège l'attend. Mec intelligent. Développement du personnage débloqué. Malgré tout, il décide de ne pas trop y penser, car il ne veut pas gâcher cette journée avant même qu'elle ne commence. Juste à ce moment-là, son application de crypto-monnaie lui envoie une notification. Déjà nerveux, il vérifie le graphique et se fige, complètement sous le choc. La crypto-monnaie qu'il avait achetée avec l'argent de Dijong avait explosé en valeur. Non seulement il récupérerait chaque centime investi, mais il gagnerait aussi 5000 de plus. L'art crypto porte enfin ses fruits. Ça lui rappelle immédiatement que Dijong l'avait constamment tourmenté parce qu'il avait dépensé son argent en premier lieu. Aussi harceleuse soit-elle, elle réussissait quand même à obtenir d'excellentes notes. Pour empirer les choses, elle s'était inscrite exactement dans la même université que lui. Bizarrement, toutes les harceleuses de sa vie finissaient par fréquenter la même université. Quelles étaient les chances? Pendant ce temps, Dijong reste convaincu que Jinso cache quelque chose. C'est pourquoi elle se précipite à sa poursuite, bien décidée à enfin démasquer la mystérieuse fille qu'il fréquente. Soudain, elle le remarque, immobile au beau milieu de la rue. Jinso n'arrive pas à se décider s'il doit vendre sa crypto-monnaie tout de suite et récupérer l'argent. S'il le faisait, il serait enfin libéré de Dijong et pourrait officialiser les choses avec Sawefu. D'un autre côté, il pourrait toujours attendre un peu plus longtemps pour gagner encore plus d'argent. La monnaie n'avait jamais atteint un prix aussi élevé auparavant. Il s'imagine même que s'il en parlait à Dijong, elle lui ordonnerait immédiatement de tout vendre le plus vite possible. Mais au lieu de se contenter de 5000 de profit, il pourrait gagner bien plus s'il conservait ses pièces. La cupidité vient d'entrer en jeu. C'est pourquoi il est tiraillé entre l'idée d'encaisser immédiatement pour rembourser Dijong, ou de tout risquer pour un gain plus important. Bien sûr, si le marché s'effondrait, il serait dans de beaux draps. Peut-être que vendre immédiatement et faire sortir cette fille folle de sa vie était vraiment le choix le plus judicieux. La décision le laisse complètement bloqué. À ce moment-là, Sawefu s'approche et lui demande pourquoi il reste planté au milieu de la rue. Elle se demande s'il s'est passé quelque chose, car il a l'air terriblement inquiet. Au moment où il jette un coup d'œil derrière lui, il aperçoit Dijong qui les observe en secret. Une seconde plus tard, elle déboule en trombe, hurlant et exigeant de savoir qui est cette fille. Et voilà, adieu le rendez-vous tranquille. L'atmosphère devient instantanément d'une gêne atroce, et la situation exacte qu'il voulait fuir se déroule sous ses yeux. Les deux filles qu'il fréquentait se retrouvent enfin face à face et se mettent immédiatement à se disputer en public. La blonde dit à Jinso qu'une folle se tient devant eux, tandis que notre héros à la chance inouïe se retrouve coincé entre deux filles complètement obsédées par lui. Isul dit soudain que la brune lui dit quelque chose et se souvient qu'elle est cette cliente folle de la supérette où elle travaille. Entendre cela rend instantanément Dijong furieuse. L'instant d'après,
Elles se battent comme deux dragons prêts à ravager un royaume. Combat de boss engagé. Pour calmer le jeu, tous les trois se rendent dans un café, où Jinso finit par raconter à sa waifu toute l'histoire de sa cohabitation avec Dijong. C'était vraiment bizarre de se dire qu'il avait investi l'argent de cette fille dans la crypto et qu'en guise de remboursement, elle devait maintenant vivre dans son appartement. Dijong s'énerve dès que quelqu'un dit qu'ils sortent ensemble. La jalousie empourpre immédiatement son visage. Toutes les deux lâchent exactement en même temps qu'elles sortent plus ou moins avec lui de toute façon. Synchronisation parfaite, pire timing possible. Dijong réplique avec colère, insistant sur le fait que la petite blonde n'a absolument pas le droit de coucher avec lui. Jinso était devenu d'une manière ou d'une autre le mec le plus chanceux et le plus malheureux de l'univers, piégé dans cette situation impossible. Pendant ce temps, il ne cesse de se demander s'il doit vendre sa crypto-monnaie immédiatement. S'il retirait son argent maintenant, il serait enfin débarrassé de Dijong et pourrait demander à Yizul de devenir sa petite amie. À cet instant, Dijong frappe du poing sur la table et déclare que Yizul n'a plus le droit de voir Jinso car il lui appartient. Et il restera son jouet personnel jusqu'à ce qu'il rembourse les 10 000 qu'il lui doit. Jinso ne dit absolument rien et se contente d'écouter. Yizul rétorque immédiatement qu'elle n'a pas le droit de le traiter ainsi. De plus, Jinso est libre de sortir avec qui il veut. Furieuse, la brune annonce qu'elle va aux toilettes et les prévient qu'ils n'ont pas intérêt à songer à s'enfuir pendant son absence. Il demande même à Yizul ce qu'elle croit faire. Cela ne fait que rendre la jeune fille encore plus en colère. Après s'être éloigné, Dijong tente de retrouver son calme. Ses soupçons étaient donc fondés depuis le début. Il voyait vraiment une autre fille. La détective Dijong vient de débloquer un nouvel indice. Elle se demande même comment un garçon comme lui a pu séduire une femme aussi magnifique. À son retour, elle lui demande tout de suite pourquoi il est si rouge. Elle n'arrive pas à se défaire de l'idée que ces deux-là faisaient quelque chose dans son dos. Pendant ce temps, Yizul continue de jouer l'image même de la douceur et de l'innocence. Jinso comprend qu'elle essaie délibérément de charmer Dijong, mais il continue de faire l'idiot et jure qu'il ne cesse rien passer. Sous la table, cependant, Yizul continue de le taquiner et Dijong commence à se douter de quelque chose. Elle refuse pourtant d'agir comme une folle jalouse, alors elle continue de faire semblant d'être calme et adorable. Une performance digne d'un Oscar, ou presque. Notre pauvre héros était là, coincé entre deux filles sublimes qui avaient complètement craqué pour lui. Puis Dijong annonce soudainement qu'ils n'ont plus le droit de se voir. Son raisonnement est simple. Jinso lui doit toujours 10 000, et il accepte d'obéir à contre-cœur. La blonde se contente d'en rire et dit qu'elle va arrêter de sortir avec lui. Elle promet même de respecter les volontés de Dijong, plaisantant sur le fait que Jinso lui appartient désormais exclusivement. Le pauvre garçon se met immédiatement à suer à grosses gouttes et demande ce qu'elle raconte, tandis qu'elle lui dit au revoir avec désinvolture et affirme qu'elle ne se mêlera plus de leur relation. Dijong n'arrive pas à croire que tout se soit arrangé aussi facilement et ordonne aussitôt à Jinso de la suivre, lui rappelant qu'ils ont encore beaucoup à faire à l'appartement. Il n'a clairement pas envie de partir et essaie désespérément de gagner du temps. Il suggère même qu'elle rentre la première car il aimerait rester pour prendre un autre café, faisant tout son possible pour avoir l'air complètement naturel. Bien tenté, mon pote. Elle rejette immédiatement l'idée, lui disant de rentrer directement à la maison et de ne s'arrêter nulle part ailleurs. Sur ce, Dijong s'en va, tandis que Jinso reste assis dans le café. Au moment où il regarde son téléphone, il remarque un message de sa waifu. Elle lui dit qu'ils devront se voir en secret à partir de maintenant et lui demande de venir chez elle. En fait, il avait reçu ce message un peu plus tôt ce matin-là. Au moment même où il s'apprêtait à quitter l'appartement, Dijong l'a arrêté et a exigé de savoir où il allait. Elle sentait qu'il préparait un coup suspect si tôt dans la journée. Pensant à toute vitesse, il ment et répond qu'il va juste faire des courses. Test d'improvisation instantané. Tout en enfilant sa chemise, elle annonce avec désinvolture qu'elle va l'accompagner. Depuis hier, Dijong ne l'avait pas lâché d'une seule seconde. Maintenant, ils faisaient leurs courses tous les deux, ressemblant à s'y méprendre à un couple. Elle n'arrête pas de pointer différents ingrédients, disant qu'il serait délicieux s'il les cuisinait pour elle. Apparemment, elle le considérait déjà comme un chef étoilé. Le pauvre garçon se sent terriblement gêné car tout le monde autour d'eux pourrait facilement croire qu'ils sortent ensemble. Rumeur de couple en cours de chargement. Son téléphone n'arrête pas de vibrer dans sa poche, et il suppose que Yizul se demande probablement pourquoi il n'est toujours pas là. Au même instant, Dijong reçoit elle aussi un appel. Il s'avère que c'est le garçon blond qui a des sentiments pour elle. Il lui propose un autre rendez-vous, et elle accepte. Puis elle dit à Jinso qu'elle sort un moment, et lui ordonne de ramener les courses à la maison après. C'est amusant de voir qu'elle a le droit de fréquenter qui elle veut alors qu'il lui est interdit de voir qui que ce soit d'autre. Le 2 poids, 2 mesures fonctionne à plein régime. Jinso accepte avec joie car tout ce qu'il veut, c'est qu'elle parte le plus vite possible. Une fois qu'il a fini de payer, il s'arrange pour faire livrer les courses à l'appartement avant de piquer un sprint vers la maison de sa waifu aussi vite qu'il le peut. Il y arrive en un temps record, complètement essoufflé. La statistique de vitesse finit par payer. Dès qu'elle ouvre la porte, elle lui dit joyeusement qu'il lui a manqué et lui demande d'un ton taquin pourquoi il n'a pas voulu la voir dernièrement. Il le nie immédiatement, la serre dans ses bras et l'embrasse passionnément. Notre héros était complètement tombé sous son charme. Plusieurs heures plus tard, alors qu'il est aux toilettes, il remarque que son téléphone sonne. Il n'a aucune intention de fouiller,
Mais la curiosité l'emporte et il remarque que c'est un appel entrant venant d'un homme. La curiosité vient d'entrer en territoire dangereux. Lorsqu'il répond au téléphone, il est complètement pris au dépourvu par ce qu'il entend. Pendant ce temps, Di-jong dîne dans un restaurant avec le garçon blond. Elle s'avoue qu'il est plutôt beau garçon, mais il n'y a absolument aucune alchimie entre eux. Au lieu de cela, elle se sent étrangement mal à l'aise et même un peu coupable. Alors qu'ils continuent de discuter, elle ne peut penser qu'à notre héros. Et même en faisant semblant de rire aux blagues du garçon blond, elle réalise secrètement que cet imbécile lui manque vraiment. On dirait que quelqu'un a perdu face au boss de la romance.